manchettes cette semaine. La réalité d'un thanatologue durant la pandémie avec Pierre-Luc Fournier. Fabriquer soi-même ses produits ménagers avec Marie-André Mathieu. Suggestions jeux de société pour joueurs avancés avec Pascal Saint-Amand. Fabrication d'un carnet de vie avec Louise Beaupré. Suggestions lecture et bricolage avec Stella Rose. Restez bien protégés en tout temps avec Nicole Bricole. Court-métrage matapédien avec Christo. Et naissance du tout premier balado matapédien. Bonjour et bienvenue à cette émission Info.tvc, l'hebdomadaire, donc une émission une fois semaine un peu plus légère où on vous amuse, on vous divertit avec des chroniqueurs matapédiens. On s'en va tout de suite rejoindre Zoé Huitala, notre nouvelle journaliste, qui a rencontré Pierre-Luc Fournier, thanatologue. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pierre-Luc Fournier, qui est thanatologue et qui est le président de la maison commémorative familiale Rouleau, située à Matane. Il s'implique aussi beaucoup dans la vallée de la Matapédia, puisque c'est sa famille qui détient les maisons commémoratives Fournier. Bonjour Pierre-Luc! Bonjour Zoé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On fera pas semblant, on est amis dans la vie et j'étais vraiment intéressée de savoir comment ça se passe présentement avec les entreprises funéraires avec le COVID-19. Ben oui, on fera pas semblant, effectivement, amis dans la vie. Écoutez, on a dû s'adapter, hein, comme toutes les autres entreprises, là, comme tous les autres milieux, on a dû opérer certains changements. La plus grande adaptation qu'on a dû faire, c'est de limiter le nombre de personnes qui puissent assister à des rituels funéraires. On le sait, là, donc on a pris toutes les mesures finalement nécessaires pour que nos rituels funéraires se passent dans un cadre sécuritaire. Donc c'est ça, les mesures qu'on a prises, entre autres, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait plus que 5 personnes qui viennent assister au rituel. Et puis, on offre quand même là, la captation des rituels, que la captation des rituels se fasse en direct, puis la rediffusion se fait en ligne là, sur notre site Internet. Donc, ça, c'est une des plus grandes adaptations qu'on a eu à faire. Oui, c'est ça. J'ai vu aux nouvelles qu'on appelle ça des hommages virtuels, je crois, que certains salons font. Oui, ben écoutez, je l'appellerais pas nécessairement hommage virtuel parce que, au fait, nous, ce qu'on préconise, c'est de capter l'exposition du corps, hein, parce qu'on sait que, je veux dire, on est des professionnels en rituel funéraire, donc notre but, nous, c'est de proposer aux gens de faire des rituels funéraires qui sont le plus adaptés possible pour eux, dans le but qui amorce un deuil sain. Donc, en sachant ça, ce qu'on veut faire, c'est leur offrir la possibilité de revoir la personne décédée une dernière fois. Là, présentement, dans les circonstances actuelles, comme on le sait, comme je vous ai expliqué, au fait, on permet seulement 5 personnes à assister à l'exposition du corps. Et puis, mais on peut rediffuser là, l'exposition en ligne sur notre site Internet. Puis, ce qu'on va offrir, c'est que les gens fassent des rituels funéraires dans un cadre un peu plus normal, espérons-le, ultérieurement, quand la situation sera revenue là, à la normale, justement. OK. Donc, finalement, c'est pour mieux vivre son deuil présentement, un peu comme l'hommage virtuel, puis les 5 personnes les plus proches, finalement, de la personne décédée. Puis, éventuellement, vous allez pouvoir, on espère, faire des cérémonies. Oui, c'est ça. On va leur proposer de reporter les rituels à une date ultérieure, là, comme je vous dis, dans l'espoir de tenir des rituels funéraires un peu plus traditionnels. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas brimer le besoin des endeuillés de se rassembler. Hein. Je veux dire, les endeuillés ont besoin de ce contact physique-là qui est malheureusement aujourd'hui impossible. Et puis, ça va être absolument essentiel que les gens soient capables de se rassembler une fois cette crise-là terminée. Il y en va du bien-être de tous les endeuillés parce que on est chanceux là, dans notre région, on n'est pas encore, puis espérons-le, on ne sera pas trop touché non plus. Mais il reste qu'il y a quand même des gens qui décèdent à tous les jours. Là, donc, le deuil se vit différemment. Je veux dire, on est en période de crise. Il y a toutes les mesures de précaution qu'on prend, nous, pour protéger nos employés, dont les prises de précautions universelles et tout ça. On était déjà habitués à prendre, il faut le dire, là, à prendre soin des gens qui étaient potentiellement porteurs de des maladies contagieuses. Mais c'est ça. Mais ce qui est le plus dur présentement, ce qui impacte le plus notre domaine, si je peux dire, c'est
c'est le fait que les gens doivent vivre leur deuil en période d'isolement. On sait que de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est déjà un événement tragique en soi, mais de le perdre en plus dans une période de confinement et d'isolement, là, ça ajoute à la peine et à l'anxiété déjà présente. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ceux que leurs proches sont décédés, mais même pas du COVID-19. Il ne faut pas oublier ceux-là non plus. Là. Oui, je comprends. C'est ça, exactement. Moi, j'inviterais tout le monde qui connaisse quelqu'un qui est endeuillé ou qui vit la perte d'un proche à ne pas hésiter à communiquer avec eux autres, à essayer de les appeler. On dit souvent que, au fait, notre premier ministre a fait l'analogie que le Québec est en pause. C'est une belle analogie, mais la mort et surtout le deuil ne peut pas se mettre en pause. Hein, puis c'est ça, ça se met pas en pause. Puis on dit souvent aussi que la mort est tabou, mais c'est pas tant la mort qui est tabou, c'est le deuil, au fait. Les gens sont mal à l'aise de parler de deuil, sont souvent même mal à l'aise de venir au salon funéraire et tout ça, ce qui peut être comprenable, mais là, présentement, en période d'isolement, c'est d'autant plus important de communiquer avec ceux qui auraient perdu, qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment pour qu'ils se sentent, pour qu'ils se sentent appuyés là-dedans. Parce qu'en période de crise comme ça, je veux dire, les gens vont avoir tendance à minimiser leur propre vécu parce que on se dit, bon, c'est une catastrophe planétaire qu'on est en train de vivre, je veux pas ramener ça à moi. Mais parce que quand on vit un deuil, généralement, ça va primer sur toutes les autres choses dans notre vie. Mais là, il y a les autres besoins essentiels qui viennent avant le deuil. Là. Donc, manger, s'occuper des enfants qui ne sont pas à l'école, de payer les factures, etc. Donc, c'est ça. Il va falloir qu'on pense à ces endeuillés-là, éventuellement, quand la crise sera terminée. Ça va être extrêmement important pour la santé mentale. Donc, j'imagine que ça va être une grosse période pour vous quand on va pouvoir commencer à se rassembler encore. Vous allez devoir enchaîner cérémonies, enterrements. Oui, il faut dire qu'on était déjà habitués. Hein. Le printemps a toujours été une période, là ça va plus être l'été, mais le printemps a toujours été une période assez active pour le domaine funéraire, puisque à cause de nos températures là, au Québec, on peut pas enterrer l'hiver, donc les inhumations se passent tout au printemps. Donc c'est si je peux dire, un gros blitz au printemps là, d'inhumation. Donc, les familles vont se rassembler à ce moment-là. Donc, à cause des circonstances actuelles, on va leur offrir de faire une réunion plus significative encore que simplement une prière au cimetière. Puis, on a su le 8 avril dernier que la crémation est obligatoire pour les corps qui ont été affectés par le COVID-19. Oui, malheureusement, les directives du ministère de la Santé là-dessus sont claires. On peut pas procéder à des soins de préservation, de conservation sur des gens qui seraient porteurs de la COVID. Par contre, il faut que je mentionne, il y a une de mes collègues je vais la nommer, Brigitte Deschênes, qui est professionnelle en rituel funéraire, une organisation dans laquelle je fais partie, qui fait, je ne veux pas dire fait pression, mais qui a fait une demande au ministère, au fait, pour qu'on soit au moins capable de faire des soins minimaux. Donc, dans les plus grandes mesures de sécurité possibles, avec toutes les mesures de précaution que ça implique, mais au moins qu'on puisse faire une identification par photo, par exemple. Parce qu'on sait que, en plus que les gens qui connaîtraient quelqu'un qui décéderait de la COVID-19 n'auront pas eu le droit de l'avoir à son chevet d'hôpital, d'en plus pas avoir le droit de l'avoir avant de procéder à la crémation. On trouve ça extrêmement tragique. C'est important, ça fait partie du deuil aussi, je crois, de voir la personne décédée. Absolument. Ben oui, absolument. Il y a un lien qui va manquer, là, ultimement, si, je veux dire, quelqu'un qui décède, qu'on aime, du jour au lendemain, ça est devenu poussière. Là, je veux dire, il manque une étape à quelque part, absolument. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de leur montrer, au moins par photo. On travaille là-dessus présentement. Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc, pour l'entrevue. Ça nous permet de vraiment comprendre plus la réalité des gens aussi au niveau des entreprises funéraires. Et merci à tous les thanatologues du Québec de nous soutenir dans ces moments pas faciles et encore plus avec le confinement.
Ah, ben c'est gentil, ça m'a fait plaisir. Puis, on lâche pas, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bye bye. On retrouve Marie-André Mathieu, adepte de simplicité volontaire et d'autosuffisance, qui vous présente comment faire ses produits ménagers à la maison. On se retrouve ce matin avec Marie-André et son école à la maison, son équipe élargie. On parle de quoi ce matin, Marie-André? On parle, en fait, on est officiellement sur les heures d'école à la maison, fait qu'on donne un cours sur les produits ménagers faits maison, non toxiques. Et on commence par quoi? Alors, aujourd'hui, je vais apprendre aux enfants comment préparer nos produits ménagers maison, non toxiques. Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, fait que c'est le bon temps de remplir nos produits. Les garçons sont déjà habitués de les utiliser, hein, les gars? Ouais. On fait notre... fenêtre, c'est le bord de fenêtre dans la toilette. Oui, fait qu'on fait du ménage en famille depuis longtemps. Et puis, l'avantage d'utiliser des produits faits maison, c'est qu'on choisit les ingrédients qu'on met dedans. Ils sont non toxiques. Fait que je suis pas inquiète de laisser les enfants faire du ménage. S'ils s'en échappent ses mains, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux à respirer. C'est pas dangereux pour les animaux de compagnie. Alors, ça a plein d'avantages. Fait qu'on commence avec le nettoyant tout usage. Nettoyant tout usage. Là, pour celui-là, on s'était acheté une bouteille... Gradué, hein? Oui, gradué, c'est ça exactement. Fait que ça nous permettait de faire nos mélanges plus facilement en respectant les mesures. Mais c'est aussi possible de réutiliser une vieille bouteille. Là, elle a été beaucoup réutilisée, même un peu cassée. Puis ça va faire la même chose. On peut mesurer ailleurs ou se mettre les quantités la première fois avec un crayon marqueur indélébile pour dire les produits jusqu'où on en met. Fait qu'on commence avec ça. Puis là, le premier truc que je vais vous donner. Les pleurs d'agrumes contiennent des substances qui sentent très bon. Hein, ceux qui aiment bien l'huile essentielle d'orange ou connaissent bien aussi les propriétés nettoyantes des pleurs d'orange, de citron, de pamplemousse. Fait que pendant les périodes où est-ce qu'on mange beaucoup d'agrumes, on garde les pleurs dans un pot et on couvre de vinaigre. On laisse tremper ça pendant 3 semaines. C'est très simple. Et après ça, le vinaigre va être imbibé des substances d'agrumes qui vont être nettoyantes. Fait qu'après 3 semaines, on peut le prendre et le verser dans le plat. Là, ici, j'ai 10 onces de vinaigre. Fait que j'aurais pu prendre du vinaigre blanc ordinaire. Mais en prenant le vinaigre d'agrumes, mon produit va sentir super bon puis les propriétés nettoyantes vont être encore plus fortes, encore plus bonnes. Fait qu'ici, moi, je vais juste me fier à ma mesure sur ma bouteille qui est déjà inscrite. En général, on pourrait dire là, que c'est la recette simple, là, c'est 1/4 de vinaigre, 3/4 d'eau, 1 cuillère à soupe de détergent liquide à vaisselle. Fait que si vous n'avez pas une bouteille graduée, vous pouvez y aller comme ça, puis après ça, multiplier selon la quantité que vous voulez faire. Comment tu trouves que ça sent, Florent? Très bon. Là, nous, on a écrit la recette sur la bouteille. Comme ça, c'est pas toujours obligé d'être la même personne qui fait le mélange. Ça peut être n'importe qui a le temps de faire le ménage puis qui dit « Ah, tiens, il n'y a plus de mélange, je suis capable de le faire moi-même. J'ai pas besoin de chercher où la recette. » C'est beau, ça. Ouais, sauf que ça bloque un peu. Bon. Ensuite, 1 cuillère à soupe de savon liquide. Là, c'est pas vraiment du Palmolive qu'il y a dedans, c'est du savon liquide en vrac qu'on achète et puis qu'on réutilise une vieille bouteille qu'on avait. Comme ça fait moins de pollution. Alors, j'ai dit 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à table, c'est à peu près la même chose. Je vais réutiliser encore. Alors, je verse mon savon à vaisselle. Est-ce que j'ai un garçon qui veut aller me remplir ça d'eau? D'accord. Pendant ce temps-là, on pourrait peut-être regarder pour le produit pour les vitres. Oui. Alors, le produit pour les vitres, c'est sur ma bouteille encore. J'ai réutilisé une bouteille de Windex. Comme ça, automatiquement, on le sait que c'est pour les vitres. Et 1/4 de tasse de vinaigre et le reste remplir d'eau. Fait que c'est très facile. Je n'ai pas besoin de vous le faire devant vous parce qu'en fait, il m'en reste. Mais ça, vous pouvez prendre le vinaigre blanc.
Et nous, on asperge les vitres et après ça, on essuie avec un vieux papier journal. Ça laisse pas de traces, comme ça, la vitre est vraiment impeccable. On fait ça depuis des années, cette technique-là. Wow. Très, très bon. Mais pour les bordures de vitre, pour enlever les moisissures sur les bordures, là, je vais utiliser mon produit tout usage là, à base de pelure d'orange, de vinaigre trempé dans les pelures d'orange. 2 trucs simples. Un autre... Un dernier truc. Florent, est-ce que tu voudrais venir nous dire la recette pour nettoyer la toilette? Je demande à Florent parce que c'est notre expert de nettoyage des salles de bain dans la maison. Il fait ça super efficace, super bien. Ben, en premier, passe-moi le vinaigre, nous. On a besoin de vinaigre et de bicarbonate. De soude. Aussi nommé baking soda. Au début, tu mets du vinaigre blanc et pur. Comme ça. Quelle quantité tu mets? Une tasse. Une tasse de chaque. Fait que, au début, tu fais rien que mettre le bon vieux vinaigre blanc pur. Bon. Tu le mets où? Tu le mets dans la toilette. Au début là-dedans, puis après On essaie de verser vraiment en suivant pas le verser direct pour que ça s'en aille dans le trou, mais vraiment en suivant le bord de la porcelaine de la toilette pour que le vinaigre ait travaillé sur toute la partie qui est sale. Ça. Fait que là, en premier, tu mets ton vinaigre. Va pas le faire parce que la toilette est loin. Fait que, en premier, tu mets ton vinaigre, flouche. Tu le verses, tu frottes un peu, t'attends 15 minutes. Après, tu prends le bicarbonate de soude, tu mets une tasse, tu le verses. C'est beaucoup, me semble, une tasse? Ouais, peut-être qu'on va le mettre juste saupoudrer à l'œil OK. pour ça. La tasse, c'est surtout pour le vinaigre, mais pour la petite vache, on va saupoudrer à l'œil. Tu me l'avais jamais dit. Ben. C'est ça. Puis après, ça va faire une éruption volcanique. Puis là, c'est là pendant que ça va le plus dégrader. Fait qu'après, ça sera facile de laver. Le mélange entre la petite vache puis le vinaigre va vraiment produire une réaction chimique qui va aider à briser la saleté Est-ce que tu as une mise en garde à nous faire avec l'utilisation du vinaigre et du bicarbonate? dans la toilette. Si on combine les deux, ça fait une réaction chimique qui va faire beaucoup de bulles. Puis si on en met beaucoup trop dans la toilette, ça risque de déborder de la toilette plein de mousse. Tu sais, vous avez sûrement fait cette expérience-là à l'école, du bicarbonate de soude puis du vinaigre blanc dans une sorte de petit volcan en plastique avec du colorant alimentaire, puis ça déborde tout partout, là. Fait qu'il faut faire attention de pas trop en mettre. Ah, dernier truc que je voulais dire, pour notre produit nettoyant, Florent, voudrais-tu retourner chercher notre produit nettoyant tout usage? C'est juste qu'il y a trop de mousse tout le temps. Il y a certaines recettes que vous allez voir sur Internet ou partagées par des gens qui mettent des huiles essentielles. Ça, c'est un sujet qui est un peu mitigé parce que, oui, les huiles essentielles, ça sent super bon, c'est vraiment agréable, mais écologiquement parlant, pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande, on m'a dit que ça prenait 1 tonne de lavande récoltée. Ouf. Fait qu'il faut se demander, nos terres agricoles, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce que c'est pour faire des produits nettoyants, t'sais? Ou bien on utilise les huiles essentielles surtout pour la santé? Fait que à ce moment-là, moi, je préfère beaucoup la technique avec les pelures d'orange, justement, qui permet d'avoir un bon parfum sans utiliser des précieuses huiles essentielles qui ont demandé beaucoup de terres de culture. Super. Super. Pensez-vous que vous allez vous en rappeler, les garçons? Ah des recettes? ouais! On s'en rappelle même comment starter la laveuse qui marche à moitié pas. Ben, on vous souhaite un bon ménage du printemps. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Mariette Tremblay. Mes enfants, Zoé et Blaise, ils m'ont appris à pas leur donner de conseils, à attendre qu'ils m'en demandent. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Alors, elle avait mis ses mains sur son cœur. J'ai dit, est-ce qu'on fait un câlin à Blaise? Elle fait ça. Elle dit, mon papa, il est dans mon cœur. Pascal Saint-Amand revient encore cette semaine avec des suggestions jeux de société. La semaine dernière, c'était pour débutants. Cette semaine, on y va un petit peu plus avancé.
Ensuite, on va aller vers tes jeux avec un niveau de degré de difficulté un petit peu plus élevé. Oui, puis quand on parle de niveau de difficulté plus élevé, il ne faut pas se faire des peurs avec ça. C'est des jeux qui sont un petit peu plus longs, qui ont un petit peu plus de matériel, qui vont nécessiter peut-être un petit peu plus de lecture de règles avant de commencer. Mais c'est pas des jeux complexes où on passe 10 minutes à chaque tour à se dire « Qu'est-ce que moi faire? J'ai 150 000 options, puis je sais pas laquelle choisir. » Ça va quand même beaucoup plus rondement que ça. C'est des jeux qui peuvent s'adresser à des gens qui ont déjà testé des petits jeux faciles, qui sont déjà familiers un petit peu avec les jeux de société, puis qui veulent aller une petite affaire plus loin. OK. Premier jeu, Sea of Clouds, qui est un jeu à thématique de pirates, qui reprend encore la mécanique dont je vous ai parlé tantôt du draft. C'est-à-dire qu'on va aller, il y a des cartes qui sont disponibles au centre de la table, chaque joueur va aller à son tour en regarder une. Il a le choix de la prendre ou de la remettre là. Si elle remet là, il y a une autre carte qui vient avec. Puis plus ça va, on peut continuer. Il y a 3 piles comme ça. Donc, plus on est hésitant à prendre des cartes, plus le joueur d'après va avoir des cartes de plus pour aller voir, puis en choisir. Il n'en choisit pas juste une, il va prendre tout le paquet. Donc, on va aller chercher là-dedans des pirates, parce qu'il y a des phases de combat à différents endroits, des rhums, des bouteilles de rhum de différentes valeurs, des rhums de collection qui valent des points, des artefacts qu'on peut collectionner. Donc, plus on en a de différents types ou d'un même type, plus ça va nous donner des points. D'autres cartes qui vont avoir des effets particuliers, qui vont être faire acheter des cartes aux autres joueurs, nous faire piger différentes cartes. Donc, au fur et à mesure de la partie comme ça, on va se créer un univers de pirates avec des personnages, des objets qui vont nous donner des points. Puis évidemment, à la fin, c'est celui qui est le plus fortuné, qui a les éléments les plus qui valent le plus de doublons d'argent, qui va gagner la partie. Super le fun, une grosse pile de cartes, ce qui fait qu'on peut rejouer souvent sans pogner les mêmes choses. La stratégie change à chaque partie parce qu'on commence aussi dans le premier tour, c'est juste des pirates qu'il y a. On n'a comme pas le choix de se lâcher d'un pirate pour agresser l'autre joueur quand il va y avoir des périodes de combat. Sinon, il y a vraiment une multitude de façons de gagner dans ce jeu-là. Sea of Clouds, super le fun et accessible. OK. À plus que 2 aussi? À 2 et à plus que 2, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais qui est super le fun à 2 aussi. Celui-là, je joue bien à 2. Un autre qui se joue à 2 ou à plus, Splendor, qui est pas une nouveauté. C'est un jeu qui roule depuis quand même assez longtemps. C'est un jeu qui est super populaire, dans lequel on va aller chercher des ressources. Donc, à chaque tour, on peut aller chercher des ressources. On a un nombre limité de choses qu'on peut aller prendre, puis il y a très peu de ressources disponibles. Donc, on va aller les chercher pour ensuite de ça les convertir dans des cartes développement qui ont une certaine valeur. Donc, on va aller chercher des pierres précieuses pour ensuite les revendre pour ramasser une carte. Chaque carte va nous donner une pierre précieuse bonus. Donc, plus ça va, plus on a une facilité à aller chercher des cartes de plus en plus fortes parce qu'on a nos cartes pierres précieuses bonus qui s'ajoutent à ce qu'on va aller récolter. Donc, c'est le joueur qui va réussir à maximiser son utilisation des ressources pour aller chercher le plus de cartes avec le plus de points de victoire dessus possible pour remporter la partie. C'est pas évident. C'est-à-dire que c'est facile à jouer, mais quand vient le temps d'aller chercher des ressources, puis là, on n'a plus ce qu'on veut, on ne peut pas aller en chercher plein. On a déjà d'une certaine chose, on a un nombre limité de ressources qu'on peut avoir en même temps. Qu'est-ce que je vais aller chercher pour aller chercher la carte avec la meilleure valeur sur la planche de jeu? Il y a certains bonus en plus qui s'inscrivent à la fin. Donc, si je vais chercher celle-là, je m'en vais sur tel bonus, mais j'ai pas les bonnes ressources parce que l'autre joueur a tout pris les ressources dont j'ai besoin parce qu'il sait que j'en ai besoin. En tout cas, il y a plein de petites dynamiques qui peuvent se jouer comme ça. C'est super agréable pour vraiment des joueurs qui ont une petite connaissance minimale de jeux de société et qui veulent aller un petit peu plus loin. Dernier jeu dans cette catégorie-là. Ah oui, Azul, qui a la caractéristique d'être un magnifique jeu. C'est le fun quand le matériel des jeux est beau aussi. Dans ce cas-là, on va aller chercher des tuiles de céramique qui sont au milieu de la table pour aller se recréer une mosaïque sur notre planche de jeu. Chaque joueur a une planche de jeu à soi. On va aller chercher les différentes céramiques au milieu. Puis ce qui est embêtant, c'est qu'on a un espace limité pour entreposer ces céramiques-là, parce qu'il faut les entreposer avant de les mettre sur la mosaïque. Et si on va en chercher trop, on tombe en point négatif en bas. Donc, on a un peu une mécanique de gestion du risque, c'est-à-dire qu'en sachant que j'ai besoin de cette tuile-là,
qui va me permettre de faire pas mal de points, mais je suis prêt à sacrifier des points parce que je vais en avoir trop que je vais aller en chercher. Je peux en placer juste une, les autres vont dans mon négatif. Donc, on va gérer comme ça. Okay. Puis, évidemment, les céramiques qui sont au milieu de la table font pas tout le temps notre affaire. On sera pas nécessairement capable de compléter notre mosaïque. Il y a des bonus un peu de type bingo sur la mosaïque où on va aller faire des lignes diagonales, ça va nous donner des points supplémentaires. Okay. Mais c'est pas facile d'aller chercher des bonnes choses au milieu pour créer notre mosaïque. Très agréable à 2, agréable à plus de joueurs que ça aussi. Puis très beau. C'est vraiment, comme je vous dis, de fun quand le matériel est attrayant et coloré. Et c'est pas tous les jeux qui portent attention au design comme ça, mais dans le cas d'Azul, c'est vraiment un jeu qui est super beau, super de fun et accessible quand même pas mal aussi. Good! Et là, on va amener ça à un niveau plus loin encore. Là, on s'éloigne de Monopoly pas mal. Oui, en fait, pas mal. C'est des jeux qui sont pour les joueurs un petit peu plus expérimentés. Ouais. Des jeux qui vont être plus longs. On parle de parties souvent qui vont durer 45 minutes, 1 heure. Okay. Tandis que ceux que je vous ai présentés avant, la majorité, ça va être des jeux d'à peu près, mettons, une demi-heure ou moins, sauf exception. Il y en a quelques-uns qui vont un petit peu plus loin que ça. Mais dans le cas des jeux dont je vais vous parler là, c'est des jeux que la première partie, comme il y a beaucoup d'apprentissage à faire, la première partie peut durer facilement 1 heure, 1 heure et demie, parce que là, on est mêlé un petit peu dans les règles, on découvre la mécanique du jeu. Okay. Le livret de règles a 10-12 pages, puis on prend le temps de passer à travers de ça. Fait qu'on joue, mais avec le livret de règles, puis on lit beaucoup, là. Souvent, dans tous les jeux, même les un petit peu plus simples, la première partie, c'est une partie d'apprentissage. Ouais. Je recommande toujours de ne pas se mettre trop d'attente sur la première partie, de juste se dire, on va regarder le matériel, on va tout placer ça, on va lire comment ça marche, puis après ça, si on comprend, on va s'essayer pour une première partie, mais il faut rejouer après. C'est à partir de la deuxième partie qu'on maîtrise mieux les règles, qu'on est plus familier, qu'on a moins peur du jeu. C'est là qu'on commence à avoir du fun, parce que même un jeu qu'on comprend pas la première fois, puis qu'on joue toute la game en se disant, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je veux juste avancer. Mais la deuxième fois, soudainement, on va avoir une idée de ce qu'on fait, les stratégies vont être plus claires, les mécanismes vont être plus clairs, puis on va beaucoup plus apprécier le jeu. Donc, ces jeux-là, qui sont un petit peu plus complexes, la première partie va être plus compliquée, à moins qu'on ait quelqu'un dans la gang qui veut se taper toutes les règles, qui est un bon communicateur de règles. Ouais. La première partie va être plus compliquée, les suivantes vont être vraiment plus agréables, plus faciles, parce qu'on a compris comment ça fonctionnait. Puis, quand j'allais acheter des jeux, vous nous suggériez souvent d'aller voir sur YouTube. Il y avait des tutoriels qu'on pouvait écouter. Moi qui est bien, moi je suis bien dans la, je veux apprendre, je veux gagner tout de suite la première game que je joue. D'aller écouter les tutoriels sur les sites internet des maisons d'édition des jeux ou sur YouTube, ça aide là. Tu sais, ça rassure. Là, OK, je fais pas n'importe quoi. Là, c'était ça, fallait que je fasse. Il y en a énormément de ces vidéos-règles-là qui sont en français sur YouTube. Il y en a encore plus en anglais si vous maîtrisez l'anglais. Vous mettez le nom du jeu dans YouTube. Par exemple, Azul, règles, puis ça va vous sortir tout simplement dans les choix de vidéos. Il y a des vidéos qui sont super longues, qui vont prendre 50 minutes pour vous montrer les règles, d'autres qui vont prendre 5 minutes. C'est ça. J'ai tendance à favoriser ceux qui sont en 5 minutes parce qu'ils font quand même un bon survol du jeu, vont montrer le matériel, les composantes, vont expliquer grossièrement comment ça fonctionne. Puis des fois, quand il y a un élément de règle qu'on est un peu buggé dessus, on va regarder ça, on va se dire ouais, là, la vidéo me confirme que j'ai bien compris ou que j'ai pas compris pantoute. C'est ça. Ce petit bout de règle-là, ça peut être la clé qui va nous permettre de bien, de bien comprendre le tout. Louise Beaupré, une artiste matapédienne bien connue, vous propose de faire un carnet de vie. Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. J'habite à Sainte-Florence et bienvenue dans mon atelier d'artiste où je viens vous faire une courte chronique sur le carnet de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un carnet? Évidemment, on peut prendre du carton ou papier pour l'aquarelle. Si vous en avez, tant mieux. Si vous en avez pas, ben vous pouvez prendre un genre de carton comme ça, un carton blanc standard qu'on peut trouver dans une librairie ou du carton en construction, ça peut servir. Ensuite, vous pourriez peut-être utiliser soit ce type de carton, carton brun, boîte de carton, tout peut fonctionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de peinture, donc ça peut être utile.
peinture, si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez utiliser des crayons de couleur, vous pouvez utiliser, ici, on peut faire des collages avec de la ficelle. On peut utiliser, ici j'ai des boutons variés que je peux utiliser pour faire le collage. Donc on pourrait s'en servir aussi avec la corde ou avec la ficelle. Des stylos feutres. Donc, feutre, bon, ça peut servir pour découper des contours. Évidemment, si on veut peindre après avec une peinture à base d'eau, ça serait bien d'avoir des feutres permanents qu'on peut trouver un peu partout. Le pinceau, 2 pinceaux, ça suffit. On arrive à faire à peu près tout avec ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le collage? J'ai du sable que j'avais rapporté de voyage. Après ça, des épices telles que du curry, du paprika. C'est coloré, puis en plus, c'est odorant. J'ai de la nette, du thé, du café. Ça peut faire une texture aussi qui est intéressante. Quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait avoir aussi, pour nous aider, ça serait possible d'avoir des photographies nouvelles ou anciennes, des photos d'enfants. On peut utiliser tout ce qu'on a sous la main. Ensuite, vous savez pas comment commencer, vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'inspiration, ben vous pouvez partir, mettons, avec le feutre. On fait une forme. Je vous la montre après. Là. Voici. J'ai fait ce type de forme-là et je vais me concentrer seulement à la remplir de couleurs. Donc, d'habitude, on a tendance à mélanger les couleurs. Moi, je vais juste les appliquer directement. Puis, je vais vous montrer avec le pinceau. Ça ne sera pas tellement long. Bon, comme vous pouvez voir en ce moment, je vais me placer. C'est que je fais le mélange sans tout mélanger. On donne une forme un peu de ce type-là. Et ça fait un mix de couleurs qui peut être intéressant. On peut aller remplir ou faire des touches un peu au contour. Si on voit bien. Après ça, on peut donner une forme aussi à notre texte. On voudrait écrire un texte, on veut écrire des mots, des titres. Je pourrais mettre... je dessine en ce moment. Mettons une forme. Tel que ça. Dessiner, mettons, un poisson, ben, je pourrais écrire à l'intérieur quelque chose en lien avec ça. Ou je pourrais aller appliquer de la couleur avec mon pinceau, comme ça. Et on peut utiliser notre imagination. Hein. Là, on remplit les couleurs. Bon, OK, c'est des couleurs un peu de printemps. Donc, on pourrait dire qu'est-ce qu'on fait normalement au printemps, qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut pas faire parce qu'on est limité. Mais de faire travailler notre imagination un peu, ça fonctionne bien. On pourrait partir également de questions. Ça pourrait être qu'est-ce qu'on trouve agréable dans la situation actuelle et qu'est-ce qu'on trouve un peu moins agréable. On pourrait développer le thème du carnet là-dessus. Donc, à l'intérieur du carnet, on pourrait dire, voici les avantages, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je changerais après. Des habitudes de vie, est-ce que je ferais, je fais plus d'activité physique parce que j'ai un peu plus de temps, mais qu'est-ce qu'on pourrait entrer et mettre dans notre carnet? Ensuite, j'avais oublié de vous parler de la colle tantôt, donc soit de la colle liquide ou de la colle en bâton, ça fait bien l'affaire, mais pour le collage de nos éléments qu'on avait parlé tout à l'heure. Ensuite, je voulais vous partager ce que moi j'avais un carnet en forme un peu avec papier brun et ce que j'ai fait, évidemment je fais des pages comme ça spontanément, je disais bon ok avec un thème, un petit mur de briques avec des arbres et une fleur et un peu avant c'est que moi j'avais conservé des dessins que j'avais fait quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Donc, je ne savais pas quoi faire avec. Est-ce que je vais les garder? Est-ce que je les détruis? Est-ce que je vais les numériser? Donc, j'ai décidé de les entrer, de les insérer dans un carnet. Donc, avec un petit bout de texte. Ça me donne des idées. Je vous remercie de votre attention puis je vous souhaite vraiment de la belle création.
C'est maintenant le retour de notre influenceuse matapédienne de la relève, la belle Stella Rose, qui nous revient cette semaine avec une chronique lecture et bricolage. Bonjour, c'est Stella Rose. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon confinement. Pendant le confinement, je lis. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous montrer mes livres préférés. Ici, j'ai une série de 3 tomes. C'est les secrets sucrés de Lollipop. Genre les 3. Dans ça, c'est comme, il y a un peu de la magie. Puis c'est très sucré. Ensuite, ici, j'ai une autre série qui s'appelle Le monde totalement à l'envers de Fanny. Ici, j'ai le premier. Celui-là, j'en ai 4. Là-dedans, ça parle d'une fille que ses parents se transforment en bébé. C'est elle qui doit lui faire un bébé et compagnie. Et pour finir, j'ai celui-là que je suis en train de lire, puis il est très intéressant parce que ça parle du cheval. Et j'aime vraiment ça. Le monde totalement en l'envers de Fanny est écrit par Richard Petit. Celui-là est écrit par Geneviève Guilbeault. Celui-ci a été écrit par Chantal Damour. Elle vient d'Amqui et en plus, à l'intérieur, elle m'a écrit un mot! Quand on lit, c'est toujours pratique d'avoir un signe. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse notre propre signe. Pour faire un signet, on a besoin des cartons de couleur, de la colle en bâton, une règle, des ciseaux, des petits yeux, un crayon marron et des crayons de couleur. Alors pour commencer, il faut mesurer. Alors, on a besoin de 11 cm par ligne. Tu peux tracer avec un crayon. Et voilà. La première étape est de plier notre carton d'un coin à l'autre. Comme ça. Ensuite, vous virez votre carton comme ça et vous pliez un seul côté jusqu'au bout. Ensuite, vous prenez vos côtés, ici et ici, et vous les rapportez en haut. Et vous les rentrez dans la languette ici. Et voilà. Ensuite, c'est l'heure de le décorer. Vous pouvez le transformer en n'importe quoi. En monstre, en grenouille, en dragon, en poisson. Ou même en un animal de compagnie.
Bravo! Maintenant, vous avez votre propre signet. Bonne lecture! On a fait un petit spécial pour vous cette semaine. Pour les gens qui assistent à notre vin et fromage depuis quelques années, connaissent Nicole Bricole. Eh bien, on l'a sortie du vin et fromage pour la présenter à tous les matapédiens. Mesdames et messieurs, Nicole Bricole. Sur une note un peu plus légère maintenant, plusieurs personnes dans la Matapédia comme ailleurs sont préoccupées par de quelle façon est-ce qu'on peut bien se protéger en tant que citoyen pendant cette pandémie-là. On parle de différents équipements de protection et pour vous conseiller, on a fait appel à la TVC à une experte dans le domaine, quelqu'un que vous avez vu si vous êtes un ou une habitué de la dégustation de vin et fromage de la TVC, une youtubeuse mondialement reconnue à la TVC de la Matapédia. Je parle évidemment de Nicole Bricole qu'on rejoint chez elle. Bonjour Nicole! Hey yo la gang! Je suis contente de vous voir! On est super content de t'avoir avec nous ce matin, Nicole. Et tu nous as préparé une petite chronique, comment se protéger de la pandémie en 3 étapes faciles, si je ne me trompe pas. Tout à fait, mon petit chou. Écoute, depuis que j'ai fait des vidéos sur TikTok avec les jumeaux, je suis connue mondialement. Ça fait des millions de vues, ces histoires-là. Donc là, je me suis dit, comment Nicole peut aider les gens pendant la pandémie? Alors, rien de mieux qu'un DIY pour vraiment fabriquer tout ce qu'on a de besoin pour se protéger. Et quand on parle de fabrication, c'est sûr que ça résonne avec Nicole Bricole. Alors, mon premier truc... J'allais dire mon premier truc, la folie du COVID, on est tous mélangés. Donc, mon premier truc, c'est bien entendu un classique, c'est le masque. Donc, comment on peut fabriquer un masque ici? J'avais pensé d'abord d'utiliser une paire de shorts de mon conjoint. Par contre, on n'a pas eu le temps de faire le lavage, donc on oublie ça, c'est pas hygiénique. Hop. Nicole, t'es encore avec nous? Ça a coupé, hein? Écoutez, je reçois des appels de l'Afrique, de la Tunisie. Tout le monde veut avoir mes trucs. Là, je vous reviens, OK? Alors, le masque. Tout le monde a déjà connu dans sa vie un chaman amérindien. Moi, c'était mes plus belles années. Et la première étape, ce serait d'envoyer là ailleurs ces mauvais esprits-là. Donc, rien de mieux que la danse amérindienne. OK. On y met beaucoup d'intensité. Oui. Alors, on part avec ça. Ça peut peut-être faire la job. Si ça fait pas la job, on y va avec un bon vieux truc. Tout le monde a déjà eu une gamelle en bois gossée par un Amérindien en cadeau. C'est le temps de la sortir. Jusqu'à maintenant, vous vous disiez, ça sert à rien, cette maudite gamelle-là. Ben voilà l'utilité. Ça avait été gossé spécialement pour le COVID. Alors, on fait un petit nœud ici, là, avec un élastique rose, bien entendu, c'est bien important. On se place la gamelle ici. Et on accroche sur l'oreille. Okay. Écoutez, c'est sûr que ça peut lâcher à tout moment, mais c'est pour ça qu'on a une deuxième main. Donc, on l'utilise comme ça. Ouais. OK? On fait des allers-retours. Quand on rencontre pas personne, pas grave, on la laisse accrocher sur l'oreille, puis par la suite, on la remet ici comme ça. Ça protège, c'est magnifique. Donc, à utiliser... Ça vous va pour ce premier truc? Avec 2 mains. On y va avec le deuxième truc, Nicole. Deuxième truc, écoutez, un petit peu plus intense, là, on sait que ça, là, ça fonctionne très bien. Donc, c'est la visière de sécurité. Mais malheureusement, c'est backorder partout, les visières de sécurité. Donc, moi, j'utilise une vieille acétate. Tout le monde a déjà collectionné des cartes de hockey, c'est évidemment. Pokémon. Alors, on sort notre acétate et on se prend des petits bouts de papier collant comme ça ici. On les colle sur le bord de la table. Vous allez voir, ça fait la job, c'est incroyable. Alors, on se met ça ici dans le front comme ça. Et on colle le tout. Et voilà. Merveilleux. Et de là. Et de ici comme ça. C'est sûr que ça colle pas si bien que ça. Mais quand même, on voit que c'est un bon départ. Et c'est une protection supplémentaire contre le COVID. Donc, ça coûte pas cher, puis on aime ça. Est-ce que tu te sens bien protégé avec cette visière? Comme ça, je me sens béton, là. Je veux dire, je pourrais pas être mieux protégée que ça. Je suis prête à aller à l'épicerie à tout moment. C'est vraiment la clé, les vieilles acétates. Excellent. C'était le deuxième. On passe au troisième et dernier truc que tu vas nous partager ce matin, Nicole.
Dernier truc, écoutez, moi, là, ça bouillonne d'idées dans ma tête depuis le début. Les mains, hein, faut se laver les mains souvent. Le docteur Ariba le dit tout le temps. Puis, se laver les mains souvent, mais surtout garder ses distances, hein. Donc là, j'ai une paire de gants, vous vous dites, ben voyons, Nicole, c'est des petits gants magiques, ça sert absolument à rien, t'es folle comme un manche à balai. Non, je ne suis pas si folle que ça, vous allez le voir. Alors, on enfile le premier gant, comme ça ici, hein, un classique. Premier gant. Et ensuite, on prend le deuxième gant et avec le doigt du milieu, on le rentre par en dedans. Donc, comme ça. On le rentre bien par en dedans. Vous allez voir, c'est tout à fait logique. Avec le trou comme ça, là, on prend notre doigt comme ça ici, là, puis on le rentre dans le milieu. OK? Dans le milieu. On fait sortir 2 petites oreilles chaque bord du doigt, donc 2 petites oreilles comme ça. Et on replie le tout. Et il nous reste plus qu'à rembobiner le bas du petit lapin méchant qui va s'attaquer à tous ceux qui veulent s'approcher de vous. OK. Donc, c'est une sorte d'autodéfense, finalement. C'est une autodéfense. Avec ce petit lapin magique, plus personne voudra vous approcher. Vous allez rester à 2 mètres, puis c'est fini, les microbes. C'est pas trop compliqué que ça, Pancho. Ben, c'est extraordinaire. Écoute, Nicole, je pense qu'on va te souhaiter encore un long confinement, bien chez vous, bien en santé, avec tous ces appareils pour te protéger. Merci énormément d'avoir partagé tes trucs avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la ritournelle. Mettez un petit j'aime et mettez un commentaire. À la prochaine, la gang! Bye bye, Nicole! Christo Moquin est aussi un réalisateur de courts-métrages, en plus d'être animateur de bingo et bénévole assidu à la télévision communautaire. Donc, cette semaine, dans sa chronique télésérie, film, il vous présente ces 2 courts-métrages. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a plus de temps de lousse et c'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Cette semaine, soit lundi dernier, est sorti mon dernier court-métrage, alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée, dans cette chronique cette semaine, de vous parler de mes projets personnels. Je vais donc vous parler dans cette chronique des 2 courts-métrages que j'ai pu réaliser. Sachez que ces 2 courts-métrages sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Alors on va commencer avec Réciproque, c'est mon premier court-métrage que j'ai pu réaliser. Il est sorti en septembre 2019. C'est un court-métrage de production TVC de la Matapédia. Ils m'ont extrêmement aidé sur ce projet. C'est un texte écrit par moi-même et c'est réalisé par moi et par Francis Pelletier. Ça raconte l'histoire de Félix Bouliane, un jeune homme du secondaire qui est en amour avec son meilleur ami. Malheureusement, son meilleur ami lui apprend qu'il est en fréquentation avec une fille, donc celui-ci apprend du même coup que ses chances avec lui sont assez nulles. Donc, durant l'entièreté du court-métrage, nous voyons sa déchéance. Ah! 3 défaites en 3 parties. Tu sais pourquoi, man? Quoi? J'ai rencontré une fille. Emma. C'est en retard! Oui, je sais, là, j'ai pas vu ta passer. Moi, l'alarme sur ton téléphone ou quoi de même, là! Anyway, t'es tout le temps sur ton maudit téléphone! Félix, tu me donnes pas le choix. Je te coupe, tu pourras pas participer. Ton cardio est pas ce qu'il était, puis ça s'améliore pas ton affaire. Vous savez que le défi, c'est ma raison de vivre, c'est des mois de travail. Félix! Félix, viens ici tout de suite! C'est-tu mieux d'enlever la petite roche qui est dans ton soulier ou de rajouter une petite roche dans ton soulier? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est mieux d'affronter ces démons que de les éviter. J'ai maintenant une petite surprise pour vous car en travaillant sur cette chronique,
je suis retombé dans des archives. La scène finale de ce court-métrage-là fut quand même assez complexe sur le plateau. On a fait de la misère avec nos textes. Ce fut une des scènes les plus longues à tourner. Donc, en revisionnant les plans de tournage, je me suis rendu compte qu'on en avait beaucoup sur la scène finale. Donc, je vous ai fait un petit montage de bloopers, des moments ratés de cette fameuse scène. Aïe, attends, flic. Je te trouve, il faut vraiment que t'arrives plus vite que ça. Toi, là, regarde, c'est pas le moment, là. Laisse-moi tranquille. Direct, là. Là, c'est direct, j'ai à peine le temps de me retourner, là. T'as pas entendu ce qu'il disait, toi, il méritait. Là, c'est là que moi, je retourne pour partir, tu me remets même, tu me ramènes. Ça va pas me frapper le client. Là, je m'en rappelle plus. Oh non, toi, là, va-t'en, c'est pas le moment. Hey, ça se fait pas, frère. Ça va pas, man. Ça va pas. Hey, ça va pas, là. Pourquoi t'as frappé le monsieur? Ouais, monsieur, Christ, c'est mon âge. Hey, attends. Regarde, toi, ça fait... Ben, vous le méritez, là, mais regarde, ça se fait pas frapper le client. De toute façon, c'était même pas mon gars, c'était même plus... Pourquoi t'as frappé le vieux monsieur? Bon, on va l'avoir. On va jamais, là. On va l'avoir. Ça tombe. Alors, poursuivons avec mon deuxième court-métrage, celui qui est sorti lundi dernier, Grosse affaire. C'est un texte que j'ai écrit avec Rosalie Alto et c'est un court-métrage que j'ai entièrement réalisé de A à Z. J'adore ce projet, c'est un de mes projets favoris parce que, premièrement, c'est un projet familial. Les comédiens sont moi, ma belle-sœur et ma sœur et ça a été écrit avec ma belle-sœur. Et aussi parce que je l'ai entièrement réalisé, donc j'ai pu vraiment beaucoup m'amuser sur le plateau de tournage. L'histoire est simple, c'est l'histoire de Laura Pelletier, une jeune fille encore là du secondaire, qui est dans le crime organisé depuis l'âge de 14 ans. En fait, ce qu'elle fait, c'est que elle prend un sac du point A et l'amène jusqu'au point B. Elle est l'intermédiaire. Laura Pelletier travaille dans l'ombre d'un réseau de trafiquants depuis l'âge de 14 ans. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'elle pense arrêter cette pratique. Hey, on peut-tu faire ça vite, là? C'est parce que je le file pas, là. Je suis sur une grosse affaire. Mais toi, t'as des secrets? Ben oui, comme tout le monde. Ah ouais, quoi? J'ai besoin de ton aide pour faire une crise de grosse passe de cash. Monsieur le maire, est-ce que le pâtissier a tenté de vous empoisonner? Faut pas faire confiance aux sorcières, Peggy. Pour une surprise, c'est toute une surprise. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique. Je rappelle que les deux courts-métrages dont je viens de parler sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine en compagnie de votre ordinateur ou de votre télévision et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! L'anxiété ou le stress sont des moyens que prend notre corps pour réagir face à un danger, ce qui est tout à fait normal dans la situation actuelle liée au COVID-19. Plusieurs changements se bousculent dans nos vies. On ne peut plus recevoir nos enfants pour un repas en famille. On ne peut plus sortir de la maison comme on veut. On ne peut plus rencontrer nos amis comme avant. Pour réduire l'anxiété, nous pouvons reprendre le contrôle de plusieurs choses. Bien manger, bien dormir, bouger et prendre de l'air, garder le contact par téléphone ou Internet avec nos amis et notre famille, se fixer des moments de rencontre réguliers sur Internet, regarder nos émissions préférées, écouter de la musique, lire un bon livre et profiter de notre chez-soi. Pourquoi ne pas se faire une nouvelle routine? Un déjeuner virtuel avec une amie, une soirée cinéma confortablement installée dans nos fauteuils, pop-corn inclus, un rendez-vous téléphonique quotidien avec un membre de la famille ou des amis. Faisons preuve de créativité. Il est important d'être bien informé.
Réservons-nous 1 ou 2 moments dans la journée pour regarder ou lire l'actualité. Cela nous permet d'être à jour sur les dernières mesures mises en place. Mais attention à la surcharge d'informations qui peut augmenter inutilement l'anxiété. Trop, c'est comme pas assez. L'important, c'est de prendre soin de soi. Restons positifs et gardons la forme pour l'après-Covid. J'ai le plaisir de vous présenter une nouveauté que vous allez retrouver sur nos ondes, sur le canal 4 de Cogeco et aussi sur notre chaîne YouTube, page Facebook, un podcast, le podcast Entre elles, fait en collaboration avec le Centre de femmes. Sans plus tarder, voici la bande-annonce. Quelle est la réalité d'une femme en région en 2020? Mais je dois te dire, parfois c'est difficile aussi parce que, tu sais, tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Ben oui, c'est la question que j'avais en tête. T'as pas le droit à l'erreur. En tant que femme ou en tant que femme noire? Je te dirais en tant que femme. Qu'est-ce qui pousse les femmes à s'impliquer? Ça, c'est les gens qui font de la politique. Ça, c'est les gens qui décident pour nous. Ça, c'est les gens qui décident pour le corps des femmes, tu sais. Fait que quand je me suis dit, j'ai-tu envie de changer l'image de la politique? Oui. Des constats qui font réfléchir. Mais il restera encore aujourd'hui à dire que une femme qui hausse le ton puis qui dit ce qu'elle pense puis quand ça va à contre-courant, ben c'est pas nécessairement encore accepté tout le temps, je pense. Le balado Entre elles, une initiative du Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia en collaboration avec la TVC de la Matapédia. Donc, je vous invite à aller vous faire un petit café, un petit thé, prendre une doudou et écouter ce podcast-là. Suivez Mélissa Horan et ses invités à partir du 18 avril prochain sur nos ondes et sur notre chaîne YouTube. Ce podcast est aussi disponible sur votre application de podcast préférée. Apple, iTunes, Google, Spotify, Balado Québec. Recherchez Podcast Entre elles et vous allez tomber dessus. Un nouvel épisode chaque 2 semaines et en diffusion pour la toute première fois cette semaine, dès ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour l'info.tvc, format hebdomadaire avec des chroniqueurs matapédiens. Vous avez envie de devenir chroniqueur dans notre super émission? Contactez-nous 418-629-4503 ou via notre page Facebook. Merci beaucoup. Passez une belle semaine. Ça va bien aller. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.